Je voudrais me présenter à vous. Je suis le professeur Marc Goni. J'ai été directeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort qui organise le forum de ce jour. Je suis actuellement dans une autre école vétérinaire à Nantes et je suis chargé de mission pour la mise en place de ce concours vétérinaire post-bac et de l'année qui va suivre, la nouvelle première année commune aux écoles nationales vétérinaires. Donc, je suis sans doute l'un de ceux qui connaît le mieux le dossier et qui serait le mieux à même de répondre à vos questions éventuelles. Je voudrais vous dire aussi que quand je partage mon écran, normalement vous voyez mon diaporama là, je n'ai pas accès au fil de discussion, donc je ne verrai pas en temps réel les questions que vous posez, mais nous avons une étudiante que je remercie de faire la modératrice, Clara, et qui va collationner les questions et qui me permettra après d'y répondre. Pour des raisons de nombre et d'efficacité, je vous demande de désactiver vos webcams et vos micros. Voilà. Donc je vais commencer et je vais vous parler donc de ce concours vétérinaire post-bac qui est la grande nouveauté concernant les écoles vétérinaires pour cette année 2021. Et bien sûr, nous souhaitons pérenniser cette voie d'accès ensuite. Pour essayer de répondre à toutes les questions par anticipation, la meilleure façon, c'était d'utiliser le QQOQ-CCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, si ce n'est que je vais le tordre un petit peu ce matin et je vais en fait répondre aux questions dans cet ordre-là. Pourquoi, qui, comment, combien, quoi, où, quand, pour des raisons tout simplement d'une plus grande logique, à mon avis. Donc tout d'abord, pourquoi avons-nous mis en place cette nouvelle voie qui se surajoute à toutes les autres voies d'accès sur lesquelles je reviendrai très rapidement? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'aujourd'hui, les études vétérinaires sont considérées comme trop longues. En moyenne, et en excluant les redoublements éventuels en école vétérinaire, mais en incluant ceux dans les années qui permettent d'y accéder, les étudiants vétérinaires font 8,45 ans d'études, donc un peu plus de 8 ans. Et pour vous donner une comparaison, partout ailleurs en Europe, dans l'Europe vétérinaire, les études vétérinaires durent 5 ans, quelques écoles, 5,5 ans, un certain nombre d'écoles, et 6 ans, la majeure partie des autres écoles ou facultés en Europe. Pourquoi 8,45 ans? Eh bien, 75% de nos étudiants viennent par la classe prépa qu'on appelle BCPST. Donc, ceux qui rentrent en 3,5, c'est-à-dire qui réussissent le concours pour la première fois, ils font 2 plus 5, 5 ans d'études en école vétérinaire, donc ça fait 7 ans. Et les autres prennent un an de plus. La licence, ça va changer à partir de l'année prochaine, mais jusqu'à présent, il fallait avoir validé une 3e année de licence, une L3, donc c'était 3 ans. Il y a une autre voie qui est la voie pour les BTS agricoles, certains BTS et certains diplômes universitaires de technologie en 2 ans, mais auquel s'ajoutait systématiquement pour tous les étudiants une classe prépa spéciale qu'on appelle la classe ATS, donc 3 ans avant de rentrer. Et puis il y a une voie, le concours D, réservé à des masters, des médecins, des pharmaciens, des dentistes, etc., où évidemment, c'était 5 ans minimum avant de rentrer dans les écoles vétérinaires. Donc, c'est trop long. La deuxième raison, qui est une raison très importante aussi, avec une préoccupation forte des ministres qui m'ont confié la mission, c'était d'assurer une meilleure diversification sociale et territoriale des étudiants. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est inaboutie. Donc, bien sûr, on a des étudiants boursiers, on a même un taux de boursiers qui est important, un peu plus de 30% dans les écoles vétérinaires, mais pour autant, on peut considérer que c'est insuffisant. Et puis, on a des étudiants principalement métropolitains. La carte que j'ai choisie ici n'est qu'une illustration, ça n'est pas un effectif proportionnel de nos étudiants vétérinaires, mais très clairement, nos étudiants sont majoritairement issus de grandes métropoles, de catégories socio-professionnelles dans l'ensemble favorisées,
est donc concentrée sur certains départements. On a très peu d'étudiants, par exemple, issus des Outre-mer, et on a très peu d'étudiants issus de certaines zones en France. Qui est concerné par cette nouvelle voie? Uniquement des élèves qui sont cette année inscrits en terminale et qui vont passer le bac 2021 pour la première fois. Donc ce qu'on appelle des primo-bacheliers, uniquement des élèves qui sont en filière générale. La filière technologique n'est pas concernée pour l'instant. Et je reviendrai tout à l'heure sur les attendus, le profil des élèves que l'on compte admettre, mais c'est évidemment, étant donné la sélection qu'il va y avoir des élèves qui ont un bon niveau scolaire, un excellent niveau scolaire, mais en revanche, pour assurer la diversification sociale, ça ne sera pas nécessairement des élèves issus des meilleurs lycées dans les grandes métropoles, ce seront des élèves avec une grande agilité intellectuelle et qui feront preuve de qualité humaine et relationnelle. Étant donné qu'on se greffe cette année sur la réforme du bac, il y a donc la mise en place des spécialités qui valaient déjà en première l'année dernière et qui se prolongent en terminale cette année avec 3 spécialités en première et 2 en terminale. Les spécialités que nous recommandons sont les mêmes que celles qui sont recommandées pour toutes les grandes écoles d'agronomie ou les écoles vétérinaires par les autres voies, c'est-à-dire en première SVT, physique, chimie et mathématiques, et puis en terminale SVT, physique, chimie et mathématiques complémentaires. Ce sont des spécialités qui sont recommandées. Vous le voyez ici sur le schéma, la spécialité SVT ou son équivalent dans les lycées agricoles, biologie et écologie, est fortement recommandée, mais pour autant, elle n'est pas obligatoire et nous accepterons des candidats avec d'autres profils, mais il ne faut pas se leurrer, ça veut dire quoi recommander? Ça veut dire que les spécialités recommandées seront coefficientées de façon un peu plus importante. Quelle est la particularité des élèves qui seront recrutés en première année par cette nouvelle voie? Eh bien, ces élèves-là ne feront que 6 ans d'études, donc contre 7 à 10, je le disais tout à l'heure, pour toutes les autres voies d'accès. Les années d'études vont être renumérotées de 1 juste après le bac à 6 juste avant le diplôme d'état de docteur vétérinaire, avec un diplôme intermédiaire en fin de 5e année qui s'appelle le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui existe déjà. Donc, les élèves qui vont rentrer par la voie post-bac vont rentrer en première année, et les élèves issus des autres voies qui existent vont rentrer en 2e année. Mais comme ils auront un parcours après le bac de 2 à 3 ans, eh bien, ceux qui rentrent par le concours post-bac auront fait 6 ans d'études en tout, alors que les concours A, ATB, B, c'est 7 à 8 ans. Le concours C, c'est 8 ans. Le concours D, c'est 10 ans minimum, puisqu'il faut avoir préalablement un master ou un. Et puis le concours E, c'est un concours un peu spécial pour les élèves qui sont admis à la fois dans les ENS, les écoles normales supérieures, et les ENV, par la voie classique. Donc c'est 7 à 8 ans aussi. Donc un cursus qui est plus court, ce qui nous permet éventuellement d'espérer que des candidats issus de milieux moins favorisés pourront plus facilement accéder au diplôme de docteur vétérinaire. Comment ça va fonctionner? Eh bien, d'abord, il sera inutile de candidater dans une des 4 écoles vétérinaires, Maison-Alfort près de Paris, Nantes, Lyon et Toulouse. À Nantes, l'école s'appelle Oniris parce qu'elle est groupée avec également une école d'ingénieurs agroalimentaires. À Lyon, elle s'appelle VetAgroSup parce qu'elle est couplée avec une école à Clermont-Ferrand également d'ingénieurs. Et puis, l'ENV de Maison-Alfort et l'ENV de Toulouse s'appellent ENVA et ENVT. Mais ces 4 écoles se mettent ensemble pour organiser le concours vétérinaire post-bac. Donc, c'est la même chose que pour les concours classiques des autres voies. Le choix de l'école se fera, j'y reviendrai, selon le classement des admis,
c'est-à-dire que ceux qui seront les mieux classés choisiront l'école qui leur convient, et puis les autres iront là où il restera de la place. Le concours vétérinaire post-bac, ça sera un vœu parmi les 10 qu'autorise la plateforme Parcoursup, dont je vais reparler dans un instant. Et ensuite, les 4 écoles vétérinaires, les candidats pourront choisir une seule école vétérinaire comme sous-vœu, mais ils pourront bien sûr sélectionner les 4. Et j'invite tous les candidats à sélectionner évidemment les 4 s'il y a une grosse motivation pour devenir vétérinaire, d'autant que Parcoursup autorise 20 sous-vœux, mais nous avons négocié et obtenu que les sous-vœux ne comptent pas. Donc ceux qui vont confirmer un vœu pour la voie vétérinaire post-bac consommeront un vœu parmi les 10 vœux qu'autorise la plateforme Parcoursup, mais ne consommeront aucun des 20 sous-vœux. Ils pourront donc les utiliser pour d'autres voies sur lesquelles ils candidatent. Vous l'avez compris, le recrutement se fait via la plateforme nationale Parcoursup. C'est un concours que nous organisons 100% conformément à la charte Parcoursup. Nous nous y sommes engagés. Donc tout passe par la plateforme. L'expression des vœux se fera à l'ouverture des vœux selon le calendrier que je réévoquerai tout à l'heure sur Parcoursup. La confirmation des vœux doit se faire dans Parcoursup. Le paiement des droits d'inscription, parce qu'il y en aura, j'y reviendrai, se fera également à partir de Parcoursup, où il y aura un lien vers une plateforme de paiement en ligne. L'admissibilité sera réalisée à partir de Parcoursup et les étudiants admissibles seront informés par Parcoursup. La convocation aux épreuves sélectives, le choix de la date qui convient le mieux aux candidats sur Parcoursup et tout le processus d'admission et de choix éventuel si un étudiant a la chance d'être admis à ce concours-là, mais également à une ou plusieurs prépas BCPST et dans une ou plusieurs licences en université, par exemple, eh bien, il pourra choisir sa voie et ça se fera exclusivement sur Parcoursup. Les deux seules choses qui se feront hors Parcoursup, c'est quoi? C'est il y aura avant la confirmation des vœux, c'est-à-dire avant fin mars, obligatoirement à remplir un questionnaire de préorientation que je vais vous présenter dans quelques instants. Et ça se fera sur un site à nous, organisé par les Écoles nationales vétérinaires de France. Et bien sûr, les épreuves sélectives, elles se font également, ce seront des épreuves orales, elles se feront en dehors de Parcoursup. Combien de candidats admissibles et admis? Parmi tous les candidats qui confirmeront un vœu concours vétérinaire post-bac, nous en convoquerons 700 aux épreuves sélectives, donc 700 admissibles, c'est le terme employé, pour 160 places, 40 par école nationale vétérinaire, donc 160 admis. Au concours 2021, c'est-à-dire celui qui nous intéresse cette année, il y a donc 160 admis en première année par cette nouvelle voie et il y aura 640 admis qui rentreront directement en deuxième année. 640, c'est le nombre total d'admissions que nous avons actuellement, tout concours confondu dans les écoles vétérinaires. En revanche, en 2022, les 160 admis dans la première année à la rentrée 2021 iront rejoindre uniquement 480 étudiants qui rentreront par les autres voies en deuxième année et nous admettrons à nouveau en première année 160 étudiants. La répartition de ces 480 étudiants dans les différentes voies de concours est actuellement encore en cours de négociation au niveau du ministère de l'Agriculture. Combien pour s'inscrire? Nous fixons des droits d'inscription comme nous y autorise la loi pour toutes les filières dites sélectives et nous avons des épreuves sélectives et donc il y a des droits d'inscription, donc on retrouve ça pour tous les concours
des grandes écoles qui ont des épreuves sélectives. Mais nous le fixons volontairement à une somme modique qui n'est pas encore fixée, mais qui sera de l'ordre de 15 €, très probablement 15 €, puisque c'est la somme sur laquelle nous sommes mis d'accord au niveau des écoles vétérinaires et avec le ministère de l'Agriculture. Ce montant est largement inférieur à celui des autres concours, qui est habituellement entre 80 et 150 €. Le paiement se fera obligatoirement en ligne, pas par chèque, pas par espèce évidemment. Tout se fera en ligne. À partir de Parcoursup, vous obtiendrez un lien, les candidats, et ça se fera via une plateforme de paiement avec laquelle travaille l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui est chargée pour le compte des 3 autres écoles d'organiser ce concours. C'est la plateforme Paybox. Combien de fois peut-on se présenter à ce concours? On ne peut se présenter qu'une seule fois au concours post-bac, puisqu'il concerne les bacheliers de l'année en cours, et on ne peut se présenter que 2 fois à toutes les voies d'accès aux écoles nationales vétérinaires. Ça veut dire que si je me présente au concours vétérinaire post-bac et que je ne suis pas admis, eh bien, je n'aurai le droit de me présenter qu'une seule fois à toutes les autres voies d'accès. Donc, il faut évidemment prendre ça en compte et bien réfléchir. En revanche, qu'est-ce qui se passe? C'est le fait de brûler une cartouche, je peux dire ça comme ça, ne concerne que les 700 moins 160 candidats qui auront été admissibles, mais qui n'auront pas eu la chance d'être admis. Donc, ça se passe comment? J'exprime un vœu sur Parcoursup, je ne brûle pas une cartouche. Je confirme mon vœu, je suis admissible aux entretiens, mais je ne suis pas admis en première année. À ce moment-là, je ne pourrai pas me représenter au concours post-bac réservé aux bacheliers de l'année, mais je pourrais me présenter, si je suis admis par exemple en université ou en BCPST, je pourrais encore me présenter une fois aux autres concours. Si je ne suis pas admissible aux entretiens ou si je n'ai pas confirmé mon vœu, parce que finalement j'ai réfléchi et que je préfère faire BCPST pour m'ouvrir d'autres voies de concours éventuelles dans d'autres écoles, à ce moment-là, je conserve mes 2 chances. C'est une règle d'équité toute simple, c'est que depuis très longtemps déjà, seule la présentation à 2 concours d'accès aux écoles vétérinaires est autorisée, et donc nous ne dérangeons pas avec ce nouveau concours. Quoi? Toutes les questions qui ont trait au quoi. Tout d'abord, quels sont les attendus? Quel est le profil des candidats que nous souhaitons recruter par cette voie? Nous avons commencé à préparer ici le texte que je ne vais pas commenter dans le détail, et ça n'est pas la peine de le copier comme des fous, puisque très prochainement, c'est le texte qui figurera sur Parcoursup et que vous pourrez prendre le temps de lire. Parcoursup, je vous le rappelle, sera ouverte à partir de la fin du mois de décembre. On ne pourra pas formuler des vœux, mais on pourra se renseigner sur les formations. Donc, vous verrez ça. Et bien sûr, à partir du 20 janvier, quand vous pourrez commencer à formuler des vœux, vous pourrez le reconsulter. Donc, je commenterai uniquement que les parties en gras. On veut sélectionner des candidats qui sont capables de proposer une analyse critique éclairée des questions liées à la santé animale, aux relations homme-animal, au monde agricole et à la santé publique. Autrement dit, on veut des candidats qui se soient renseignés sur les métiers de vétérinaire et leur réalité, et non des candidats qui ont une vision fantasmatique de ce que c'est qu'un vétérinaire, parce que depuis que je suis tout petit, je rêve de sauver des vies et de soigner des animaux. Bien sûr, c'est une composante majeure de la santé animale que nous ne renions pas, bien au contraire, mais les métiers de vétérinaire, c'est bien plus large que ça, c'est bien plus complet. En fait, c'est une profession et des métiers très différents. Et donc, on souhaite que les candidats se soient documentés là-dessus. Qu'ils aient bien sûr de bonnes connaissances et de compétences scientifiques, qu'ils soient capables de suivre des études vétérinaires derrière. C'est pourquoi nous recommandons fortement SVT et physique-chimie en spécialité, parce qu'il y en a besoin, et même maths et maths complémentaires, parce qu'il y a besoin de maths pour appréhender l'épidémiologie, et par les temps qui courent, le mot épidémiologie, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est quelque chose de très important. De bonnes compétences en communication,
des capacités d'organisation du travail, des compétences méthodologiques sur la façon de travailler, d'apprendre, etc. J'inclus également une certaine aptitude à résister au stress, parce que les études vétérinaires, ça peut être stressant, et le métier de vétérinaire est un métier où il faut être capable de prendre des décisions, parfois dans l'urgence et dans une situation d'incertitude, ce qui peut stresser un certain nombre de personnes. Et puis des qualités humaines, d'empathie, de bienveillance, d'écoute et d'assertivité sur lesquelles on va recruter. Bien évidemment, un élève de terminale, c'est un élève de terminale, on ne peut pas exiger de lui qu'il ait ses capacités, ses aptitudes développées de façon aussi importante et complète que ce qu'on attend d'un étudiant vétérinaire en fin d'études. Donc, rassurez-vous, on en tiendra compte, c'est plutôt des pré-aptitudes, on va dire, qu'on va évaluer. Pour aider sur le premier point là, une bonne appréhension des réalités des métiers de vétérinaire, c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire un questionnaire de préorientation, un peu de la même façon que ce qui existe déjà depuis plusieurs années pour les licences de biologie, pour les licences de droit, pour les filières STAPS, etc. C'est-à-dire qu'il faudra obligatoirement venir chez nous sur notre site, répondre à un questionnaire individuel. Merci aux parents de ne pas conseiller les enfants sur ce qu'ils doivent ou pas répondre. De toute façon, ce questionnaire ne sera pas noté et les réponses ne seront pas conservées et elles ne seront pas prises en compte pour l'admissibilité et pour l'admission. C'est uniquement un questionnaire de sensibilisation destiné à répondre en son âme et conscience pour les candidats aux deux questions suivantes. Est-ce que, bon, j'ai toujours rêvé de faire vétérinaire, mais est-ce que je suis capable de suivre des études vétérinaires? Est-ce que je ne vais pas au casse-pipe si je me présente à ce concours et si par hasard j'y étais admis? Et mes représentations de la profession vétérinaire sont-elles réalistes? Est-ce que je ne risque pas de déchanter en voyant qu'il est obligatoire dans les études vétérinaires de suivre des enseignements ou de faire des choses qui ne me correspondent peut-être pas tout à fait? Donc il y aura des questions qui vous aideront à prendre conscience de ça. Il n'est pas noté, il n'est pas conservé. En fait, une fois qu'on a rempli le certificat, c'est comme en licence de bio ou comme en licence de droit, hein, on obtient un PDF, une attestation en PDF qu'on doit uploader, téléverser, pardon pour l'anglais, dans Parcoursup pour pouvoir confirmer le vœu. Quelles sont les matières qui comptent pour la partie admissibilité? C'est-à-dire pour sélectionner les 700 qui vont être convoqués aux épreuves sélectives. Eh bien, on va s'appuyer uniquement sur les notes de première et de terminale. Alors, initialement, il était prévu de tenir compte des fameuses E3C qui sont devenus ensuite les enseignements continus. Et le ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer, à cause du Covid, leur suppression cette année. Donc, on va prendre en compte les notes les notes obtenues dans le bulletin scolaire des 3 trimestres de première et des 2 premiers trimestres de terminale, et puis les notes du bac dans les épreuves qui sont conservées et où on les obtient. Mais on ne va pas prendre en compte tout le dossier, tout le bulletin scolaire. On va prendre en compte les notes du bac de français en première, donc en fin de première. On va prendre en compte l'histoire-géographie en première et en terminale, les 2 langues vivantes, A et B, en première et en terminale. Et puis, on va prendre en compte les 3 notes de spécialité de première, même la note de spécialité qui aura été abandonnée en terminale, et bien sûr, les notes des 2 spécialités choisies, conservées en terminale. Ça n'est pas tout, ça c'est une partie, la qualité du dossier scolaire des candidats, mais on va également tenir compte de la fiche à venir et de ce qu'on appelle l'environnement. Donc, la fiche à venir, c'est un complément au bulletin scolaire qui est renseigné par le professeur principal, qui est validé par le proviseur du lycée, et où chaque candidat est évalué sur au moins 4 critères: la capacité à s'investir, les méthodes de travail, l'autonomie et l'engagement citoyen. Les 3 premiers critères étant,
on va dire noté de 1 à 4, de peu démontré à très satisfaisant, et l'engagement citoyen ou l'engagement de façon générale, simplement de façon binaire, oui ou non. Et puis dans la fiche à venir, il y a également une lettre à remplir, à écrire, qui est dans le langage Parcoursup, ce qui est appelé le projet de formation motivée. Pourquoi je l'ai mis entre parenthèses, ce projet de formation motivée? Parce que, en fait, on n'en tiendra compte que si c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on attend un nombre relativement important de vœux, étant donné la popularité du métier de vétérinaire, et donc on ne pourra pas lire tous les projets de formation motivée si on a plusieurs milliers de candidats. Donc, en fait, on ne le regardera que pour départager des éventuels ex-aequo. On regardera aussi l'avis du proviseur sur le niveau de la classe, et on regardera aussi le pourcentage de mentions très bien au lycée. En clair, on donnera des points supplémentaires à des élèves ayant un très bon niveau, issus éventuellement d'un lycée qui n'a pas forcément les meilleurs pourcentages de mentions très bien. Et puis, il y aura moins de points pour les élèves issus d'excellents lycées, mais étant donné leur niveau, ils pourront éventuellement rentrer aussi. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une uniformité dans l'autre sens par rapport aux défauts des voies classiques de recrutement que j'évoquais en introduction. L'idée est d'assurer une diversification sociale et territoriale, et le tout, bien sûr, sans faire de discrimination à l'échelle individuelle, ni négative ni positive, puisque ça, c'est interdit, évidemment. Pour les épreuves d'admission, quoi? Eh bien, des épreuves innovantes. Il n'y aura pas d'épreuves classiques au sens où il n'y aura pas de sujet de SVT, de sujet de maths, de sujet de physique-chimie, ni des QCM, ni des problèmes, rien. Je dis bien rien de tout ça. Au contraire même, c'est écrit tout en bas, il n'y a pas d'influence du dossier scolaire parce que on remet les compteurs à zéro pour les 700 qui sont admissibles. Ils ne seront notés que sur les épreuves orales. Et ces épreuves orales, c'est 7 ateliers de 10 minutes qu'on appelle des mini-entretiens qui sont scénarisés et qui sont évalués par des examinateurs qui sont formés à ça et qui sont interchangeables puisque les questions qui sont posées ne pourront pas être modifiables, elles seront toujours les mêmes pour tous les candidats. Voilà. Et le but, c'est d'évaluer les capacités de raisonnement et d'argumentation, notamment d'argumentation de façon assertive, c'est-à-dire en prenant en compte des opinions éventuellement différentes, l'agilité intellectuelle, les capacités de communication interpersonnelle, etc. Et le tout sera chronométré, hein, il sera hors de question de dépasser les 10 minutes. J'ai bientôt fini pour laisser une grande place aux questions. Où Eh bien, tout ce qui est dématérialisé, c'est sur Parcoursup ou sur notre site web. Et les épreuves sélectives, elles auront lieu à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui accueille le forum aujourd'hui, donc juste à côté de Paris. Hein, il y a une station de métro, il y a des bus, etc. Si les candidats ne sont pas évidemment parisiens ou franciliens, évidemment, c'est très facile d'aller à Paris par le train, par l'avion, etc. Il y a des hôtels très nombreux à proximité et on verra tout à l'heure, chaque candidat ne sera présent qu'une demi-journée sur l'école d'Alfort, ce qui fait qu'il aura soit la nuit d'avant, soit la nuit d'après, soit les 2 nuits maximum à prévoir à Paris. Enfin, il m'est demandé, bien évidemment, il nous est demandé aux 4 écoles vétérinaires de réfléchir à ce qui se passerait s'il y avait encore une sorte de confinement ou de restriction des voyages au mois d'avril. Donc, bien sûr, c'est en cours d'élaboration. Mais a priori, pour l'instant, on reste sur des épreuves en présentiel puisque chaque demi-journée, il y aura maximum 70 candidats qui seront présents sur le site. Les 700 candidats se répartiront sur 10 demi-journées. Justement, quand? Voilà, et j'en aurai terminé quand j'aurai fait ça. Eh bien, quand on est conforme à la charte Parcoursup, donc on s'inscrit dans le calendrier Parcoursup. Le site Parcoursup va ouvrir le 21 décembre. Les inscriptions, c'est-à-dire la formulation des vœux, le 20 janvier. La date limite pour
formuler son vœu, si on ne l'a pas fait, c'est le 11 mars. Mais ensuite, on peut avoir encore un petit peu de temps pour réunir les pièces nécessaires pour confirmer un vœu. Donc, le 8 avril, là, par contre, les dossiers doivent être complets, les vœux doivent être confirmés. Et puis, nous, on va organiser les entretiens entre avril et le 27 mai, puisque le 27 mai, les formations doivent pouvoir répondre oui ou non aux candidats qui auront été admis. De manière à ce qu'ensuite, les candidats qui n'auront pas été admis sur les formations pour lesquelles ils ont exprimé leurs vœux puissent candidater sur ce qu'on appelle la phase complémentaire. Nous, étant donné le nombre important de candidats qu'on attend sur ce concours et le fait qu'il n'y ait que 160 places, tous les candidats sauront, il n'y aura pas besoin de la phase complémentaire. Ça veut dire que le 27 mai ou dans les jours qui suivront, les 160 admis seront connus et eux pourront confirmer si oui ou non ils nous rejoignent. Et les épreuves sélectives à Maisons-Alfort, elles sont quand? Les dates sont fixées, elles sont les 22, 23, 26, 27 et 28 avril 2021, sachant que, comme je vous l'ai dit, chaque candidat, lui, ne viendra qu'une seule demi-journée. Donc les jurys seront présents pendant 5 jours, donc 10 demi-journées, mais chaque candidat ne sera convoqué qu'une demi-journée là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il y a un week-end au milieu? Eh bien parce qu'on a tenté de prendre en compte les zones académiques. Donc ceux qui seront confort, c'est les élèves qui sont dans la zone C, parce qu'ils pourront choisir parmi les 5 créneaux. Les élèves de la zone A pourront s'inscrire aussi 26, 27, 28 avril s'ils le veulent ou s'il n'y avait plus de place, etc. Mais en tout cas, comme ils seront encore au lycée cette semaine-là, ils pourront venir la semaine d'après, le 22 et le 20, enfin la semaine d'avant, pardon. Ils auront repris, pardon, à partir du 26 avril, donc ils seront en vacances la semaine d'avant. Et puis les élèves des zones B, de la zone B, eux seront au lycée la semaine du 19 avril et donc pourront venir à partir de la première semaine des vacances de printemps. Les élèves de la zone C seront en vacances sur ces 2 semaines-là, donc il n'y aura aucun problème pour eux. Voilà ce que je m'apprêtais à vous exposer ce matin. Vous avez ici, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, les coordonnées du site web où il y a toutes les infographiques que je vous ai présentées, un certain nombre de facs, etc. Ce site va s'alimenter au fur et à mesure qu'on recevra des questions qui n'étaient pas prévues au départ. On va continuer de l'alimenter. Il continuera donc d'évoluer. Voilà, je peux maintenant répondre aux questions éventuelles. Clara, c'est vous qui me dites? C'est bon. Donc, on a une première question sur les modalités à cause du Covid. Est-ce que si la situation se dégrade, est-ce que le concours sera maintenu ou il y aura des épreuves en visio ou est-ce que vous n'avez pas du tout pensé pour l'instant? Alors la réponse est oui, bien sûr, le concours est maintenu. Le concours, il va être publié, il sera mentionné dans le Code rural et de la pêche maritime. Donc c'est vraiment un concours qui est créé en 2021 et qui est destiné à être pérennisé. Donc on l'organisera de toute façon. Et il est évident que s'il y a des restrictions, on l'organisera de façon dématérialisée. Donc on ne sait pas encore comment. A priori, les gens ne pourront pas faire ça depuis chez eux. On essaiera d'avoir un grand nombre de centres sur lesquels on pourra garantir la confidentialité des sujets, etc. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais les 700 candidats qui seront convoqués aux épreuves admissibles signeront un engagement écrit de confidentialité sur les sujets qu'ils auront passés. Voilà, on essaye de répondre aux questions un petit peu dans l'ordre. Donc Clara, je vous laisse faire la modération parce que les questions, il y en a beaucoup. Ensuite, on a une question pour une étudiante qui étudie en candidat libre au CNED et qui est en première générale. Est-ce qu'à la suite de sa terminale l'année prochaine, elle est
elle est potentiellement admissible et admise par cette nouvelle. Alors, sont autorisés à se présenter à ce concours à partir de 2021, donc ça restera évidemment vrai en 2022, tous les élèves qui sont inscrits au bac pour la première fois l'année du concours, mais sans et en filière générale. Donc sans préjugés du type de bac, c'est-à-dire un bac passé dans un lycée, un bac passé en candidat libre, un bac français dans un lycée français à l'étranger, et même un bac étranger pour des élèves français. Il faut qu'ils aient la nationalité française ou de l'Union européenne, ça c'est la loi, mais dans un lycée non français à l'étranger, sachant que là on fera un peu du cas par cas parce que les notes ne sont pas forcément des notes de 0 à 20, etc., mais on est prêt à gérer ça. Voilà, j'ai vu une question sur les spécialités. Si quelqu'un a abandonné la SVT en terminale, par exemple pour prendre la doublette physique-chimie et mathématiques, parce qu'un certain nombre de classes préparatoires aux grandes écoles ont très clairement envoyé ce signal-là, il ne sera pas défavorisé. En revanche, quand on dit que la spécialité SVT est fortement reconnue première, ça veut dire que s'il n'a pas fait du tout de SVT en première et en terminale, nous considérons que ça va être très difficile de suivre des études biologiques et donc ceux-là seront défavorisés. Ensuite, il y a une question si les examinateurs sont des professeurs des ENV ou pas. Les examinateurs seront très majoritairement des professeurs des écoles vétérinaires, très majoritairement. On n'exclut pas qu'il y ait également quelques confrères vétérinaires sur certains ateliers qui participent également, donc des vétérinaires praticiens en exercice. Tous seront formés avec une journée entière de formation et des exemples, etc., à cela. Oui, il y aura accès à l'enregistrement. L'école d'Alfort, ou en tout cas le PowerPoint, en tout cas, sera disponible. Il n'y a pas de problème. Et puis, pour info, je refais ça sur les forums des 3 autres écoles vétérinaires dans les mois qui viennent. Une autre question sur pouvons-nous motiver notre dossier pour la voie post-bac avec des stages réalisés? En fait, on n'aura pas le temps de lire tous les CV individuels de tous les candidats, je vous l'ai dit, et de prendre en compte les projets de formation motivés. Mais il est évident que des stages, et notamment des stages diversifiés dans des métiers vétérinaires différents, donneront la maturité qui permettra d'augmenter les chances aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission. Alors, il y a une question intéressante en disant qu'on recherche des profils pour les vétérinaires dans le monde rural. Je voudrais, ça c'est quelque chose qui s'entend beaucoup et je voudrais passer un instant là-dessus. Ce concours vétérinaire post-bac n'est pas destiné à recruter des élèves qu'on obligerait d'une façon ou d'une autre à un exercice dans la médecine des animaux de production. Voilà. Nous souhaitons, c'est vrai qu'actuellement, il y a un manque de vétérinaires dans certaines zones françaises, et je ne dirais pas dans le monde rural, dans certaines zones françaises, et notamment dans les zones à faible densité d'élevage, où il y a un manque de vétérinaires, d'une part pour soigner les animaux d'élevage, et un manque de vétérinaires pour les animaux de compagnie. Voilà, donc nous souhaitons avoir des vétérinaires qui soient capables de s'installer ailleurs que dans les très grandes métropoles, mais pas forcément pour exercer en exclusivité dans le domaine des animaux de production. Et de toute façon, il ne serait pas légal de demander aux élèves qu'on recruterait par la voie post-bac de s'engager ensuite à exercer dans le monde rural. Il y a d'autres dispositifs législatifs destinés à encourager cela, qui sont actuellement à l'étude et qui concerneront tous les étudiants, quelle que soit leur voie d'accès. Clara, posez-moi une autre question.
Oui, il y a une question sur la possibilité de changer d'ENV après pour se spécialiser, si on n'a pas eu le choix et qu'on n'a pas eu l'ENV qu'on voulait au départ. Alors, le concours post-bac ne fera pas exception aux règles qui vous valent pour toutes les voies d'accès. C'est-à-dire que normalement, quand on est affecté dans une école, on ne peut plus changer pendant ses études. Mais cette règle, comme toutes les règles, souffre des exceptions. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année scolaire, sur des dossiers motivés, argumentés pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, pour des raisons économiques, au compte-gouttes, certains étudiants peuvent être autorisés à changer d'école, d'autres ne le sont pas. Voilà, donc ça sera valable aussi en fin de première année, comme c'est valable actuellement à la fin de chacune des années d'études. Et puis une petite exception, la dernière année d'études, celle qui est après le diplôme d'études fondamentales vétérinaires. J'ai vu au passage une question sur qu'est-ce que c'est que ce diplôme. C'est une curiosité qui est en fait juste un véhicule juridique pour permettre d'une part d'avoir l'équivalence du grade de master à la fin donc de la future cinquième année, et puis d'autre part pour permettre aux étudiants en dernière année d'études d'avoir le droit d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaire auprès d'un vétérinaire dans des conditions restreintes, mais bien spécifiques, ce que ne peuvent pas faire les étudiants avant ce DEFV. Et donc, après le DEFV, en dernière année, là, les changements d'école sont possibles facilement. Il n'y a pas besoin de faire des dossiers, etc. Alors, une question sur les droits de scolarité. Les droits de scolarité en première année seront les mêmes que les droits de scolarité pour chacune des années d'études vétérinaires actuellement, c'est-à-dire un peu plus de 2200 euros. Clara, vous me corrigez, c'est quelque chose comme ça, hein? Oui, c'est 2500. Ah, on est presque à 2500, ok. Donc, ça sera les mêmes droits de scolarité que pour les autres années d'études. Est-ce qu'il y a une des quatre écoles qui est plus spécialisée que les autres pour la formation de vétérinaires pour les animaux d'élevage? Ça sort un peu du champ de l'exposé qui est aujourd'hui, donc je vous invite à poser cette question dans la conférence destinée à vétérinaires en animaux de production, mais je peux quand même vous dire que la réponse est non. Les quatre écoles vétérinaires sont, à cause de prescriptions qui sont européennes, qui échappent même à la France, sont obligées d'avoir la même qualité de formation, quels que soient les débouchés ultérieurs possibles. Euh, Oui, Ensuite, la il y a une... réponse, je réponds à Camille là, mais la question qu'elle pose est importante, hein. Si on s'inscrit sur Parcoursup et qu'on est admis dans les 700 et qu'on ne peut pas se rendre au concours ENVA, cela nous enlève tout de même une chance pour les deux passer sur le concours. Ça, c'est encore la règle, mais pour autant, comme toute règle, et je le disais pour les changements d'école, il y a des exceptions, c'est-à-dire que si l'impossibilité de se rendre aux épreuves, elle est liée à un problème médical, etc., le jury est souverain pour éventuellement annuler une candidature et redonner aux candidats ces deux cartouches pour les concours ultérieurs. Mais ça sera vraiment sur argumentation très importante. Alors Ensuite, on a une... Dominique qui demandait, pardon Clara, qu'est-ce qu'on entend par excellent dossier? Bah, c'est bon, on n'a aucune idée du nombre de vœux qui vont être formulés pour ce concours, mais on estime qu'il va être relativement élevé. Et donc, ça veut dire très clairement que meilleures seront les notes dans les matières que j'ai évoquées, les langues, l'histoire géo, le français du bac, les notes de spécialité. Euh, eh bien, plus on aura de chances pour rentrer. Et de même, meilleurs seront les éléments de la fiche à venir, mieux ça vaudra. Je ne sais pas s'il y a je ne sais pas s'il y a des conseillers d'orientation parmi l'auditoire aujourd'hui ou s'il y a que des candidats ou leurs parents. Mais je voudrais envoyer un signal fort vers les lycées, c'est que les lycées qui vont avoir tendance à jouer le Monsieur Plus de Balzen pour mettre systématiquement les meilleures notes à tous leurs élèves qui expriment un souhait de venir de passer le concours veto, ça se verra. Ben, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Voilà, je pense que nous faisons confiance et
quand même, je fais le pari que ça va marcher dans la plupart des cas. Nous faisons confiance aux professeurs principaux et aux proviseurs, évidemment, pour évaluer le mieux possible leurs candidats. Alors, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut se préparer aux oraux d'admission? La réponse est oui et non. Oui, on peut se préparer parce que faut pas être pris au dépourvu. Voilà, vous savez que vous allez être évalué sur des entretiens oraux qui vont évaluer votre aptitude à réagir vite, à raisonner vite, à prendre en compte des opinions éventuellement divergentes, à communiquer à l'oral de façon claire, précise, argumentée. En ce sens, je signale que tous les lycées sont en train de mettre en place la préparation au grand oral et que cette préparation, ils vont la faire très sérieusement, évidemment, et qu'elle servira pour les mini-entretiens. Donc oui, vous pouvez vous préparer à ça. Mais en revanche, on ne mettra pas d'exemple en ligne, d'exemple de sujet. On ne souhaite pas qu'il y ait d'annales qui se constituent. Pourquoi? Eh bien parce qu'on veut vraiment sélectionner les candidats sur leurs aptitudes intrinsèques et non pas sur du cinéma ou du théâtre. C'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne veut pas que se mettent en place des boîtes à bachotage privées. Et s'il y en a parmi les auditeurs là qui ont l'intention, qui font partie d'une boîte comme ça, très clairement, nous ne sommes pas favorables à ça. D'une part parce que, encore une fois, ça peut être considéré comme du bachotage alors que les qualités intrinsèques ne sont pas acquises en dessous. Et puis surtout, c'est bien évidemment des boîtes qui sont payantes et nous ne souhaitons pas favoriser uniquement les familles qui ont les moyens de se payer ces boîtes-là. Donc si certains le font, bien sûr, ils ont le droit de le faire, mais nous exprimons très clairement le souhait que ça ne se produise pas. Ensuite, on a eu plusieurs fois la question sur les élèves qui viennent de bons lycées qui seraient, entre guillemets, pénalisés parce qu'ils auraient de moins bonnes notes que des lycées avec un niveau inférieur. Est-ce que ça les pénalisera de venir d'un bon lycée à cause des notes ou pas? Non, on ne peut pas dire que ça les pénalisera. L'essentiel des points, ça sera les points de scolarité, ça sera sur le dossier scolaire. Donc, étant donné le niveau de ces lycées-là et le niveau des lycéens qui sont dedans, les lycéens ne seront pas pénalisés. Simplement, on va donner des points bonus, en quelque sorte, des points d'environnement, et on est en train d'étudier le véhicule juridique pour avoir le droit de le faire dans les meilleures conditions. Et ça ne sera pas individuel, hein, ça sera par rapport au lycée. Voilà, donc, ces points bonus ne compteront qu'à la marge par rapport aux points de scolarité. Donc, on ne peut en aucun cas laisser entendre qu'il s'agirait de pénaliser les bons lycées. C'est évidemment pas l'objectif. Alors, par contre, une question sur les lettres de recommandation. Non, ça ne sert à rien d'apporter des lettres de recommandation. On ne les prendra pas en compte. Les ateliers seront très courts, très scénarisés. Et donc, le candidat ne pourra pas faire valoir son parcours. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça lui servira. S'il est allé dans des stages très diversifiés, c'est clair, ça servira pour pouvoir passer les épreuves dans les meilleures conditions. Mais par contre, d'avoir des lettres de recommandation, ça ne sert à rien. Non, il n'y aura pas de second concours pour entrer en deuxième année. Le concours, il est au bac. Et donc, quand on rentre en première année. Et ensuite, pour passer en deuxième année, c'est la même chose que pour passer dans toutes les années d'études. Il faut simplement avoir réussi aux matières qui sont prévues au programme comment dirais-je, de la première année. La seule différence, c'est qu'il faudra avoir tout réussi, c'est-à-dire qu'on n'autorisera pas à passer en deuxième année un candidat, un élève, puisqu'il sera étudiant à l'école, un étudiant qui n'aurait pas réussi toutes les matières. C'est-à-dire que ça existe déjà à la fin du tronc commun pour passer dans la dernière année, donc pour avoir ce études fondamentales vétérinaires, il faut avoir tout validé. Eh bien, ça sera pareil pour la première année, il faudra tout valider, sinon on redoublera. Et chaque année d'études ne peut être redoublée qu'une seule fois. Donc, ça veut dire qu'après un redoublement en première année, on sera exclu. Et bien sûr, par contre, les matières qui auront été validées, nous, on sera semestrialisé en première année avec délivrance de CTS.
Donc ces ECTS-là seront négociables auprès des universités et nos directions des études aideront leurs étudiants à faire valoir ces ECTS-là. Plusieurs questions sur les doublettes de spécialité. Non, SVT et maths expert ne seront pas pénalisés, SVT et physique-chimie, enfin tout ça, ça sera au même niveau. Ceux qui pourraient être pénalisés, c'est ceux qui n'auraient pas fait de SVT en première, au moins, voilà. Mais sans interdire des profils avec des triplettes dans lesquels il n'y aurait pas du tout SVT. Mais c'est vrai que ça sera un peu moins facile. Si je suis admissible et que je me rends compte que je préfère passer par une autre voie, est-ce que je perds une chance au concours? Oui. Il y a une question aussi quant à l'uniformisation pour le passage en deuxième année avec ceux qui rejoindront les concours. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, je n'ai pas parlé du programme de la première année parce qu'il est en cours de définition actuellement, hein. Je peux en profiter pour dire que ça sera une première année complètement vétérinarisée, entre guillemets, c'est-à-dire, bien sûr, il y aura des sciences fondamentales, de la biologie, de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la physique, de la chimie, mais en rapport avec les besoins d'un futur vétérinaire, et c'est une différence par rapport, par exemple, aux classes préparatoires, qui préparent à des tas de concours différents, et où donc les notions sont plus larges et plus générales. Voilà. Et bien sûr, en début d'année, et notamment au cours du premier semestre, il est prévu des remises à niveau pour les étudiants à qui il manquerait la spécialité qui va bien poursuivre. Donc, c'est ce que les classes prépa sont en train de mettre en place aussi, parce qu'elles ont le même problème, hein. Les ENV sont compatibles avec les bourses nationales qu'on appelle les bourses sur critères sociaux? Bien évidemment, oui. Quel est le prix lors de l'admission aux ENV? Je l'ai dit tout à l'heure, les droits de scolarité, c'est les mêmes que pour chaque année d'études vétérinaires, donc de l'ordre de 2 500 €. Ensuite, Non, il y a une il n'y aura pas d'écart. Question de Marion très importante, hein, que j'ai beaucoup eue dans les questions qu'il y a eu par mail ou sur le site. On veut diversifier les profils sociaux territoriaux, mais on aura quand même des bons élèves. Et à la fin de la première année d'études vétérinaires, il n'y aura pas de différence de niveau avec ceux qui viendront de la prépa, ceux qui viendront du concours B ou du concours C. Alors, pour être tout à fait honnête, il peut y en avoir une petite différence, mais actuellement, quand on regarde quand on compare les étudiants qui viennent de la voie A, de la voie B ou de la voie C, donc ceux qui viennent d'un BTS agricole, puis d'une prépa en un an après, ceux qui viennent de l'université en licence ou ceux qui viennent de la prépa classique. En première année, il peut y avoir des petites différences, mais quasiment dès la deuxième année, c'est complètement gommé. Donc, notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de différence à l'entrée en deuxième année, mais de toute façon, même s'il y en a, elle sera très très vite gommée. Le classement au sein de la classe de terminale sera pris en compte? Oui. Le classement au sein de la classe de terminale sera pris en compte, mais il sera pris en compte matière par matière. C'est-à-dire que la moyenne du candidat en histoire géo sera comparée à la moyenne de la classe, etc., sauf pour les notes du bac, puisque par définition, là, c'est lycée au niveau national. Donc, SVT par le CNED en candidat libre, est-ce que ce sera pris en compte? Non. Seules les spécialités. Alors, c'est mieux de le faire, hein, mais il faudra quand même, celles qui seront prises en compte, ça sera les notes du dossier scolaire de première et de terminale. Ensuite, il y a une question sur l'importance des appréciations dans le dossier d'admission. Oui, dans les points de la fiche à venir, oui, c'est important. Ça donne des bonus. Ça n'enlève pas de points par rapport aux notes des différentes matières que j'ai évoquées, mais ça donne des petits bonus. Est-ce qu'une option agronomie, écologie, territoire valorise les élèves? On n'en est pas encore à ce niveau-là. A priori, non, parce que on
on est plutôt aujourd'hui sur l'idée de, comment dirais-je, de valoriser les spécialités à l'identique, c'est-à-dire justement de ne pas favoriser ou défavoriser, sauf la SVT en première, de choisir les spécialités retenues. Mais on s'adaptera parce que par définition, du bac, pour vous, c'est une première, pour nous aussi, et en plus, le concours est une première. Donc, voilà. Les notes des E3C de compte, oui. À chaque fois qu'on aura des E3C, on les prendra en compte. Parce que c'est plus facile. Les entretiens oraux sont individuels. Voilà. Il y a une question également à propos des échecs en première année. Si on ne passe pas de la première à la deuxième année, est-ce qu'il y a une équivalence et comment? Oui, les matières qui auront été réussies, si quelqu'un ne passe pas, c'est qu'il a manqué certaines matières, mais les matières qu'il aura réussies seront créditées de ce qu'on appelle les crédits ECTS, qui est une norme européenne, hein, et on s'arrangera pour que des universités reconnaissent l'équivalence de ces matières-là. Le questionnaire de préorientation, vous pourrez l'avoir quasiment dès le 20 janvier, parce qu'en allant sur Parcoursup, vous obtiendrez le lien pour le faire. Et je vous invite vraiment à ne pas attendre la dernière semaine de mars ou la première semaine d'avril. Il y a beaucoup de candidats qui procrastinent, et les gens de Parcoursup ont attiré notre attention là-dessus. Les serveurs peuvent éventuellement être saturés parce que des candidats ont trop attendu, et résultat, ils n'obtiennent pas leur certificat PDF et ils ne peuvent pas confirmer leurs vœux. Nous, on ne voudra pas le savoir, ça ne sera pas de notre faute, on va dimensionner évidemment les serveurs pour accueillir le plus grand nombre de connexions possible, mais en tout cas, on ne pourra pas nous opposer. Voilà, c'est à vous, c'est aux candidats de ne pas s'y prendre au dernier moment. C'est très clair. L'inversion des langues LVA et LVB aura un impact, je ne comprends pas la question. Donc, Romane, si vous pouvez la préciser. L'impact des notes d'histoire géo, très franchement et très sincèrement, nous ne communiquerons pas sur les coefficients de pondération des différentes matières. Il y a eu des différents recours sur le sujet et à chaque fois, c'est le principe national du jury souverain qui a été retenu. Mais à l'évidence, l'histoire géo, elle comptera moins que la SVT et que les notes de spécialité. Voilà, donc je réponds de façon indirecte. Mais on souhaitait quand même, alors c'est pas tellement l'histoire, c'est surtout la géo, parce que en classe prépa, il y a beaucoup de géologie et de sciences de la Terre, parce que évidemment, ça prépare aux écoles d'ingénieurs agro. Nous, on en mettra moins en première année. Et donc, on souhaite avoir des gens qui soient quand même pas totalement nuls en géographie, parce qu'en épidémiologie, par exemple, c'est important. Oui, Bertille, il faut remplir la lettre de motivation à fournir dans le dossier Parcoursup, parce que c'est obligatoire sur la plateforme. J'ai dit simplement que nous, on s'en servirait peu, on s'en servirait que si on veut départager des ex-aequo. Ensuite, je pense que ça va être la dernière question. Mais il y a une question sur les matières qui seront enseignées en première année. Les matières qui seront enseignées en première année, quelle matière tout à l'heure que, oui, pardon, Clara. J'ai dit tout à l'heure que le programme n'était pas encore complètement finalisé, mais en gros, il va y avoir de la biologie, c'est évident, donc de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la biologie des organisations, de l'embryologie, enfin voilà, de la biologie animale principalement, même s'il y aura un petit peu de biologie végétale quand même, mais surtout de la biologie animale. Il y aura de la physique, de la chimie, beaucoup, parce qu'on en a besoin. Il y aura des mathématiques, parce qu'on en a besoin. Des mathématiques orientées aux sciences vétérinaires, orientées par exemple biostatistique, qui est enseignée ensuite en deuxième et troisième année. Mais voilà. Il y aura de l'anglais, quelle que soit la langue vivante. Alors, on a fait le choix de ne pas exiger l'anglais dans les langues vivantes A et B, et je vois des questions là-dessus. Donc, c'est le niveau en langue qui va être jugé et pas le niveau en anglais. Mais par contre, il y aura de l'anglais obligatoire en première année, comme les étudiants les étudiants véto, et notamment Clara qui sont là, peuvent en attester. L'anglais est obligatoire, même si on n'a pas fait anglais au lycée. Dans les écoles vétérinaires, et il y en aura. Le statut de sportif de haut niveau ne sera pas pris en compte autrement que dans la fiche à venir, dans la phase d'admissibilité. En revanche,
les écoles vétérinaires, c'est la loi française, prennent en compte le statut de sportif de haut niveau une fois admis dans les écoles. La classe européenne au lycée n'est pas ni défavorisée ni favorisée. Les moyennes de notes demandées en moyenne générale, je ne peux pas répondre à cette question-là puisque ça sera des épreuves sélectives où c'est les notes des candidats les unes par rapport aux autres qui vont compter. Donc voilà. Biologie, écologie dans les lycées agricoles et SVT dans les lycées seront prises en compte de la même façon? Oui, clairement. Clairement. Pourquoi laisser 700 personnes admissibles si au final 160 sont acceptées? C'est pour donner le plus de chances possible aux candidats de pouvoir même. Voilà, donc c'est coûteux d'organiser les 10 demi-journées, hein. On le fait. Voilà, effectivement, Marine signale que ça va supprimer une chance. Bah oui, ça va supprimer une chance, mais par contre, ça va. Les 700 qui vont être admissibles, ils auront tous leur chance. Voilà. Leur dossier scolaire ne comptera plus, les notes de la fiche à venir, les notes de SVT, de spécialité, etc. ne compteront plus. Donc les 700 auront une chance. Voilà. Bon, je réponds quand même à la dernière question. Clara, si vous me permettez, les critères de choix d'une des 4 écoles vétérinaires, ils appartiennent à chaque candidat. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. J'ai dit que les 4 écoles vétérinaires préparaient de la même façon à tous les métiers de vétérinaire. C'est une exigence européenne. Bien évidemment que la proximité géographique, elle est importante aujourd'hui. C'était moins le cas il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, le critère de proximité des familles joue un rôle important, mais c'est un choix individuel. Voilà, bonne journée à tous. Merci beaucoup.